Mesdames et messieurs, membres du jury, camarades étudiants, estimés contradicteurs, bonjour. J'ai ouï dire aujourd'hui que vous vouliez consacrer une solution nouvelle, une solution tout à fait révolutionnaire selon laquelle il ne serait pas possible de perdre son innocence. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous, et quoi de mieux, quoi de plus éloquent que la preuve par l'exemple. Nous voici dans un petit jardin de banlieue. Une mère est attablée, elle regarde son fils jouer. Son fils, elle l'aime, et elle en est fière. Et pourtant, il n'a aucune qualité qui pourrait être susceptible de faire naître telle fierté. Il n'est pas intelligent, il est petit, il n'a pas de caractère, il n'est pas drôle, il n'est pas beau, il a un bec de lièvre et des oreilles décollées, et pour couronner le tout, il est dyslexique. Il confond les P et les T, et les S et les C. Mais sa mère, elle en est fière. Elle en est fière parce qu'il a pour lui sa gentillesse. Sa gentillesse qui ressort dans le soin minutieux qu'il met à ne pas marcher sur les fourmis lorsqu'il arpente son jardin. Sa gentillesse qui transpire sa façon maladroite et mécanique de s'excuser lorsqu'il bouscule un meuble. Sa gentillesse qu'on ressent à travers sa naïveté, sa candeur. Oui, cette mère, elle aime son fils et elle en est fière, parce qu'il a ça pour lui, son innocence. Nous voici quelques années plus tard, dans le lac Crespa, en Grèce. Nous sommes sur un petit bateau à moteur. L'enfant a grandi, il est maintenant élève en classe de 4e en voyage scolaire. Il n'a pas beaucoup changé. Il est toujours laid, il est toujours petit, il est toujours dyslexique, il est toujours gentil. C'est la risée de la classe, le souffre-douleur des filles et le punching ball des garçons. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le caïd de la classe s'amuse à lui lancer des petits bouts de peau de clémentine. Comme à l'accoutumée, il reste le regard fixé sur ses chaussures. Mais aujourd'hui, s'instille en lui une lueur de défi. Il lève ses yeux et plante son regard dans celui de son tortionnaire. Ce qui provoque chez l'autre une rage folle. Il se lève, lui met 2 paires de claques et le bouscule. Le pauvre enfant recule de 2 pas, trébuche contre l'arrière du bateau, tombe du bateau. Il tend la main dans un geste désespéré pour rattraper le bateau et ce qu'il touche, c'est la pale. C'est la pale de l'hélice qui tournoie et qui lui tranche un bout de doigt. Et le voilà dans l'eau. Le voilà dans l'eau, victime de cette haine, de cette colère, de cette violence. Le voilà dans l'eau, où il s'imprègne de sel, de sang, en regardant l'hélice s'éloigner. Le voilà quelques années plus tard, il a maintenant 20 ans, il est assis à la table d'un restaurant que lui permet une fois par mois son petit travail de manutentionnaire. Et aujourd'hui, comme d'habitude, il n'a pas confiance en lui. Il a l'impression qu'on se moque de lui, il a l'impression que tout le monde le regarde et qu'il est la risée de tout le monde. Il prend chaque rire pour lui et ça rend ses mouvements hésitants. À un instant, il essaye d'attraper devant lui la salière en métal pour saler ses frites et il touche sans faire exprès un verre d'eau plein qu'il fait tomber. Une serveuse voit ça, elle s'approche de lui et au lieu d'appliquer la maxime selon laquelle le client est roi, aujourd'hui elle applique la maxime selon laquelle le client est gueux. Elle le couvre d'opprobre. Mais mon bon monsieur, mais qui m'a mis un empoté pareil? Mais faites attention à ce que vous faites, voyons! Vous avez fait tomber le verre, il y en a partout! Il ne la regarde pas. Il regarde ses chaussures, comme d'habitude. Il n'a pas confiance en lui. Il n'a pas confiance en lui, il se laisse crier dessus. Et comme ce jour sur le bateau, une lueur de défi s'instille en lui. Il lève les yeux et plante son regard dans celui de la serveuse. Il y voit du dégoût, il y voit de la haine, il ne comprend pas. Il redescend le regard
et son regard s'accroche à un petit objet rectangulaire agrafé sur la poitrine de la serveuse. Il y lit H-E-L-I-S-E. Elle s'appelle Élise, mais lui, dyslexique, lit Élise. À ce moment précis, il a l'impression que la vie se moque de lui. Il ne comprend pas. Lui qui est innocent, lui qui n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi la vie lui fait-elle ce mal-là? Pourquoi s'acharne-t-on sur lui? Il ne comprend pas. Et son cœur s'arrête. Il ne réfléchit plus. Et l'instant d'après, son cœur explose. Il frappe la tête de la serveuse avec la salière en métal. Il la frappe 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. Il la frappe. Il n'est plus dans son corps. Il est pulvérisé dans le temps, pulvérisé dans l'espace. Il ne comprend plus rien. Tout ce qu'il sent, c'est l'eau, le sel, le sang, tout en regardant cette hélice s'éloigner. Mesdames et messieurs, cet homme qui auparavant était innocent a perdu son innocence le jour où il a tué cette femme. Comment pouvez-vous croire le contraire? C'est que vous ne savez pas ce qu'est l'innocence. L'innocence, le dictionnaire de l'Académie française lui donne 4 définitions. Première définition, c'est l'innocuité, la non-malfaisance. Deuxième définition, c'est la candeur. Troisième définition, c'est l'inexpérience sexuelle. Et dernière définition, c'est un droit procédural, la présomption d'innocence. Cet homme a bien perdu son innocence. Pourquoi ne pourrions-nous pas perdre notre innocence? Cela suppose 2 choses. Soit qu'on n'a jamais eu d'innocence, on ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais eu. Soit que l'innocence est intangible, qu'elle ne souffre pas les affres du temps et qu'elle ne disparaît pour aucune raison. Considérons la première des définitions, la non-malfaisance. Considérer qu'il n'existe pas d'innocence, c'est dire que l'homme est par principe toujours malfaisant, de sa naissance à sa mort. Et ça, je ne l'accepte pas. Vous non plus, et vous non plus. Prenez la deuxième hypothèse, selon laquelle l'innocence serait intangible. Ben, ça signifie que l'homme est par essence tout le temps gentil, qu'il est tout le temps bienfaisant, et que ce jeune homme avec sa salière ne faisait qu'effleurer gentiment la tête de la serveuse. Ce qui est faux. Ce qui est faux, il a perdu son innocence. Le jour où de non-malfaisant, il est passé à malfaisant. Prenons la deuxième acceptation, le principe, la présomption d'innocence. Considérer que l'innocence n'existe pas, c'est considérer qu'il n'y a pas de principe de présomption d'innocence, et dans ce cas-là, nous sommes tous coupables. Mais coupables de quoi? D'être nés? C'est ridicule. La seconde acceptation, on a tout le temps le principe de présomption d'innocence. Et bien dans ce cas-là, personne n'est coupable. Et selon la règle de la rétroactivité in misuse, eh bien il faut d'emblée libérer tous les détenus de France. Ce serait un remarquable gâchis d'avoir construit des prisons pour rien. Et puis, prenons la troisième acceptation, la candeur, l'inexpérience sexuelle. Eh bien, dans le cas précis que je vous ai présenté, l'homme est candide, il l'a toujours été. Il n'a jamais eu de petite amie, il n'a pas d'expérience sexuelle. Mais doit-on subordonner la perte de son innocence à l'inexpérience sexuelle? Et je ne le crois pas, ce serait ridicule. Donc oui, on peut perdre son innocence, bien évidemment. Faire du mal, c'est perdre son innocence. Et je vous dirais même plus, il faut perdre son innocence, et le plus tôt possible. S'il s'était défendu, s'il ne s'était pas laissé faire, s'il n'avait pas baissé les yeux tant de temps, si ce jour-là sur le bateau il avait mis un coup de poing à son assaillant, eh bien peut-être que son innocence et la vie d'Élise ne se seraient pas évanouies dans l'eau, le sel et le sang. Je vous remercie.